donc là pour une émission de la radio du Club du CA des Imaginaires. Donc aujourd'hui, on est 4 autour de la table. Donc Dounia Charaf, Hugo Bellagamba, Thierry Marcotte et donc ma pomme, Sybille Marchetto. Et on va introduire cette émission avec une petite discussion autour de la définition du fantastique et de la fantaisie. Parce qu'avant de démarrer, donc on avait préparé plusieurs sujets et on s'est dit, pour de vrai, est-ce qu'il y a réellement une distinction entre fantastique et fantaisie? Si oui, laquelle? Et sinon, pourquoi continuer à s'embarrasser de deux termes équivalents? Donc, personnellement, pour un peu chauffer le débat, mais peut-être que ça ne va pas marcher, que vous n'allez pas me suivre, je pense qu'en fait, c'est arbitraire, cette distinction fantaisie-fantastique. D'ailleurs, aux USA, ils ne l'ont pas, puisqu'il y a fantaisie pour les deux mots. Et qu'en réalité, voilà, à partir du moment où on passe dans un monde imaginaire et surnaturel, eh ben, on a franchi les portes. Donc, embrayer un petit peu pour voir si ce débat vous inspire. Thierry, tout à l'heure, tu avais pas mal de choses à dire. Non, mais c'est une très très bonne question. La fantaisie, après, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est quand même un genre qui est très enfin, après, je suis pas expert en histoire de la fantaisie. Mais c'est un genre qui est très anglophone, entre guillemets. Que ce soit Tolkien, que ce soit Howard, que ce soit les grandes œuvres, entre guillemets, enfin les premières grandes œuvres de fantasy, j'ai l'impression qu'elles étaient américaines et anglaises, enfin britanniques. Et donc du coup, est-ce que eux finalement, comme tu dis, il n'y a pas de différence entre fantasy et fantastique pour eux, et parce qu'en fait, ils ont utilisé le terme fantasy, ils l'ont gardé, et c'est ensuite quand on a reçu en fait les traductions et même les textes anglais, est-ce que c'est pas à ce moment-là où il y a eu la question de oui, mais parce que nous on avait du fantastique aussi, notamment avec Maupassant, mais on n'avait pas, peut-être pas, mais alors ça après je suis pas un expert du tout, on n'est peut-être pas des œuvres très, justement de la fantaisie à la Tolkien en France, peut-être, je sais pas ça. En fait, si je te suis, on aurait utilisé le mot fantaisie avec l'arrivée des textes, qui en fait étaient des textes de fantastique, et peut-être pour des raisons marketing ou pour les distinguer des anglo-saxons. Peut-être, ouais. Ce serait... Toi, tu seras peut-être un peu plus expert sur ces questions, pas du tout, ou Non. on est quatre non-experts assumés? Non, on est ouais, voilà, moi je suis un dilettante assumé en tout. Mais en fait, il n'y a pas, pour moi, c'est d'abord des questions d'étiquette aussi éditoriale, hein, c'est-à-dire que les éditeurs, à l'époque où les éditeurs régnaient en maître, ce qui est en train d'être la fin du règne des éditeurs, nous avions les collections de fantasy, les collections de fantastique, les collections de science-fiction, donc il y avait un intérêt commercial à les distinguer aussi au cours du XXe siècle. Après, la confusion entre fantasy et fantastique, au final, oui, pourquoi pas, parce que finalement, en France, on a eu beaucoup des romans fantastiques à la fin du XIXe siècle, je pense, le roman gothique notamment. Et donc, il y avait ce côté imaginaire, ce que André-François Ruot, je crois, appelle le monde secondaire, en fait. Le monde secondaire, c'est parce qu'il existe un monde au-dessus du monde réel, ou en deçà du monde réel. Et là, on peut être soit dans le fantastique, soit dans la fantaisie. Donc, moi, je ne suis pas du tout expert sur ces étiquettes. Mais je pense qu'à partir du moment où la magie intervient, où l'irrationnel intervient, on est aussi bien dans la fantaisie que dans le fantastique. Alors, si on devait trouver une origine à la fantaisie, pourquoi pas les fables de La Fontaine, où les animaux parlent, après tout, n'est-ce pas une forme de fantaisie à la française? De toute façon, oui, c'est tout à fait de la fantaisie, clairement, oui. Là, il n'y a pas de toute... Enfin, je pense qu'on est... Enfin, la qualificatif. Toi, Dounia, qu'est-ce que tu en penses par rapport Moi, je commencerai par... ça m'a rappelé quelque chose, un souvenir de jeune écrivaine tentant de se faire publier. Quand j'ai essayé de faire publier mon roman qui s'appelle Fatoum, la prostituée et le saint, Saint S-A-I-N-T, qui se passe donc au début du siècle au Maroc, du dernier siècle au Maroc, et en fait, je l'ai envoyé à Albin Michel, sans me dire c'est de la fantaisie. Pour moi, c'était un roman où il y avait une dimension fantastique, réalisme magique, parce que c'est des relations entre un saint qui est perdu quelque part et qui se manifeste à travers une jeune prostituée pour qu'on le retrouve. En plus, il y a toute une histoire, puisque c'est des relations entre les juifs et les musulmans de l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu une lettre de, je ne sais pas si c'était une chef éditoriale, je sais plus, ça remonte à quelques années, qui me disait, elle voulait le texte, ça l'intéressait, mais qu'elle ne savait pas si c'était un conte ou un texte historique, parce qu'il y avait aussi tout un arrière-fond historique réel. Et elle n'a pas pris mon texte. Donc du coup, je pense que si on parle de la France, c'est ça. Et j'ai découvert qu'on pouvait écrire des choses très réalistes
mais avec un contenu de magie, de surnaturel, en lisant, puisque j'ai une formation en espagnol, en lisant de la littérature latino-américaine. Donc finalement, je crois qu'en France, on aime tellement mettre les choses dans des cadres que voilà, qu'on perd peut-être beaucoup aussi de choses. Beaucoup, ouais. C'est vrai que quand on parle du réalisme magique, qui sera encore un autre mot pour le fantastique ou la fantasy, on pense tout de suite à l'Amérique latine, pour les références. Donc presque, j'ai envie de dire qu'on serait à peu près tous les quatre d'accord sur le fait que c'est la France qui s'est bridée en introduisant des catégories totalement, on va dire, arbitraires, parce qu'il y a un espèce de malaise en France, en fait, avec le surnaturel. Et c'est vrai qu'on a un pays qui est ultra rationnel, c'est-à-dire qu'ici, bon, c'est bien de lutter contre les sectes et tout ça, de rester un petit peu rationnel, mais peut-être que l'esprit français pousse trop loin. Et à force de pousser trop loin, ben justement, on peut très bien raconter quelque chose d'historique qui parle de surnaturel, c'est pas du tout incompatible, et visiblement, ça a bridé. Après, il y a quand même du surnaturel dans la culture française. On peut citer Maupassant, je crois, tu citais tout à l'heure. Oui, ça c'est de la littérature, c'est pas notre culture. Oui. C'est-à-dire que toi, tu crois, si par exemple, je te dis, il y a une fée qui est passée chez moi, tu vas te dire, celle-là, elle est un peu zinzin. Oui, sur le rapport au surnaturel, mais après dans l'expression culturelle, je pense que chaque culture a sa façon d'envisager le surnaturel et le fantastique. Le réalisme magique, c'est latino-américain. Le fantastique est très, très français, ou en tout cas plutôt latin, on va dire. Le roman gothique, et puis on a voilà, la fantasy un peu à la Lewis Carroll finalement, les racines ce serait Lewis Carroll finalement presque les mots ça permettrait de définir un petit peu les différences ethniques en fait, ce serait un ensemble de fantasy et où on arriverait à faire plutôt des influences, c'est pas mal, ça pourrait un peu expliquer. Moi, ce que je pense, c'est que dans les émissions à venir et dans nos propos futurs, du coup, on va peut-être un peu utiliser de façon arbitraire fantastique ou fantasy, mais on saura qu'on définit toujours à peu près la même chose. Donc voilà, c'était une petite intro, puisqu'on va parler maintenant de fantastique justement. Moi, j'aurais peut-être tendance plutôt à utiliser ce mot-là. Donc au cours de cette émission que nous vous invitons à découvrir. Dounia Charaf, on est amis, mais pas seulement, c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Tu es autrice franco-marocaine, bibliothécaire, et on s'est rencontrés autour du projet Nice Fiction. Et on s'est mis, en commençant à parler, en apprenant à devenir amis, copines et tout ça, on s'est mis à parler toutes les deux de fantasy. Donc en début d'émission, on a introduit un peu le fait que fantastique, fantasy, pour nous c'était un peu la même chose. Et donc, quand on s'est mis à parler de fantaisie, toi qui as cette double culture franco-marocaine, tu t'es fait une réflexion? Oui, je me suis demandé si notre culture, donc ma culture marocaine et maghrébine, pouvait me permettre d'écrire de la fantaisie. Fantaisie que je lisais beaucoup. J'ai beaucoup lu de fantaisie. J'ai commencé... Quand tu dis que tu as beaucoup lu de fantaisie, tu peux nous citer quelque chose? Je te cite tout de suite le premier. J'avais 12 ans et en cours de français, on nous a présenté Bilbo le Hobbit de Tolkien. Donc vraiment, j'ai mis le pied tout de suite dans le classique. Et petit à petit, j'ai... Donc tu lisais en français, en fait, la fantaisie? Je suis bilingue de naissance, donc j'ai toujours lu en français. Mais tu n'en lisais pas Parce que mon instruction s'est faite en français, pas en arabe. Et qu'en fait, en arabe, je ne suis pas sûre qu'il existe une fantaisie. Et comme il en existe une, c'est pas exactement ça que tu veux nous dire. Donc du coup, comment tu reformulerais ça? Et comment je reformulerais ça? Eh ben, si je reprends l'aspect mythologie, l'aspect un peu qui est beaucoup dans la fantaisie, qui est l'aspect médiéval, qui va parfois jusqu'à il y a des grosses influences aussi du XVIe siècle. La Renaissance aussi. Ça, c'est un aspect de la fantaisie. Je vais un peu te reprendre. Vas-y. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est la fantaisie qui nous est arrivée avec Tolkien, dont on parlait tout à l'heure, qui nous est arrivée de l'Amérique. Mais la fantaisie française fantastique n'a pas forcément cette dimension médiévale. C'est peut-être quelque chose qui nous est venu dans le cinéma. C'est vrai que Le Seigneur des Anneaux nous a beaucoup baigné. Mais cette dimension, on va dire, liée au médiéval qui est quand même occidentale et pas forcément quelque chose qu'on devrait inclure forcément dans la fantaisie. C'est l'aspect historique qui donne peut-être son squelette à la fantaisie occidentale. Fantaisie occidentale, voilà, c'est là c'est ça. C'est quand
on a des romans quand on a fait un peu d'histoire, même si on n'est pas un historien de formation, les châteaux, les chevaliers, enfin il y a quand même toute une culture qui est redressée avec la magie, mais c'est quelque chose, voilà. Ouais, la légende du roi Arthur. Voilà, ou je ne sais pas si le chevalier inexistant, par exemple, qui est un roman contemporain, et qui finalement reprend toute cette mythologie, toute cette histoire, là c'est Charlemagne, et en fait c'est ça qui fait, je me suis dit, mais comme j'ai écrit beaucoup en m'inspirant de l'histoire, d'événements historiques, au début j'essayais d'écrire des romans historiques, et puis je me suis rendu compte que c'était une inanité, parce que je ne pouvais pas être dans la tête des gens d'il y a 200 ans, 300 ans, je ne pouvais pas savoir vraiment, j'avais des récits. Oui, mais tu avais ton regard d'aujourd'hui. Voilà, je ne peux pas mettre dans la tête d'un homme du XIVe siècle. Même en lisant des récits qui ont été faits à cette époque, je peux approcher un petit peu. Donc, mais ça donne quand même une structure. Et je me suis dit, mais je vais écrire, effectivement, Nice Fiction, j'ai rencontré beaucoup d'auteurs, beaucoup de créateurs, on a beaucoup échangé. Et je me suis dit, mais pourquoi moi je n'écrirai pas de la fantaisie assumée, c'est-à-dire je reprends ma culture et j'en fais de la fantaisie. Quand tu dis ma culture, tu parles là du Maroc. Du Maroc, parce que c'est avec celle-là que j'écris. Enfin, effectivement, j'écris surtout sur le Maroc, donc c'est cet aspect. Disons, je vis dans une culture, je travaille dans une culture, j'ai fondé ma famille dans une culture qui est la France, celle de la France, mais en même temps, j'ai gardé des liens. Un imaginaire très fort, voilà. Un rapport. Exactement, le rapport est imaginaire. Parce que le pays dont je parle s'est transformé beaucoup, même si j'y suis née, c'est plus du tout le même pays. Quand j'y vais maintenant, je suis comme une étrangère presque, sauf par l'imaginaire. Donc je me suis dit sur quoi je vais tabler. Et on avait eu un débat sur quand une culture croit au surnaturel, ce qui est le cas du Maghreb. Est-ce que c'est est-ce que c'est de la fantaisie? On va se faire une petite parenthèse voilà. pour expliquer, parce que nous, toutes les deux, on a beaucoup débattu là-dessus, donc on a quand même des auditeurs qui vont se dire mais de quoi ils parlent. Donc l'idée, alors du coup je reviens un petit peu en arrière et je vais m'étaler un petit peu. La question, donc précédemment on s'est posé fantastique, fantasy. Personnellement je me la suis posée quand j'ai regardé des séries comme Buffy contre les vampires et Supernatural. Pourquoi ces deux séries? Parce que Buffy commence comme une série classique de fantastique, puisqu'il y a de la chasse aux vampires et aux démons. Et rapidement, il y a une dimension mythologique qui apparaît. Et cette dimension mythologique, on va la retrouver dans Supernatural, qui, pareil, commence par de la chasse aux créatures surnaturelles. Et petit à petit, on a introduit des dieux. Et c'est là où j'ai commencé à trouver qu'il y avait peut-être pas de discontinuité entre fantastique et fantasy, parce que dès qu'on introduit un aspect mythologique, on recrée, on fait un monde qui a des influences extérieures, qui n'est pas notre monde, et on bascule dans de la fantaisie. Et on a eu, toi et moi, cette discussion, parce que, en fait, qu'est-ce que les créatures surnaturelles? En fait, c'est les créatures qui n'existent pas selon nos conceptions. Par exemple, tout à l'heure, je reparlerai d'un autre pays, la Corée du Sud, mais c'est pour tout à l'heure. À partir du moment où la plupart des gens autour de nous croient que les fantômes ou les créatures, mettons le Wendigo, les fées existent, si tout le monde croit qu'elles existent, la conception réaliste du monde est qu'elles existent. Donc on sort de l'imaginaire pour entrer dans de la littérature réaliste. Et donc quand on en a parlé, toi tu m'as à ce moment-là évoqué les djinns notamment. Tout à fait. Et en fait, ces djinns, qui sont un peu connus dans le monde occidental, parce qu'il y a eu des échanges, puis ne serait-ce que par les mille et une nuits. Voilà. Ces djinns, ce sont nos alter ego. C'est-à-dire que il y a une croyance qui veut que chaque être humain a son double dans le monde des djinns. Et ça va donc très loin. C'est une croyance réaliste, on va dire. C'est une croyance que les djinns existent. Donc il y a je ne sais pas, je ne suis pas assez calée en religion, parce que c'est aussi dans la religion. La religion reconnaît l'existence des djinns, et comme celle des anges, comme celle des démons. Donc du coup, c'est quelque chose... Enfin, je parle de la religion islamique, bien sûr. Et du coup, mais au niveau du Marocain moyen, qui n'est pas forcément un juriste ou un islamologue ou quelqu'un qui est vraiment versé dans l'étude de la religion,
il y a eu des mélanges avec les légendes, parce que le Maroc est un pays qui a vécu, qui a été envahi, bon, berbères, il y a les Carthaginois, il y a les premiers Juifs de l'Antiquité, il y a les Romains, il y a eu quand même beaucoup de gens qui sont venus. Je ne parle pas de l'influence qui vient d'Afrique noire. Du coup, c'est des mythologies, c'était quand même des lieux mythologiques aussi, même pour les jardins des Hespérides là, qu'on voit dans les 12 travaux d'Hercule. Les colonnes d'Hercule, c'est le nord du Maroc. Donc on a une culture très mélangée, très syncrétique, je pense. Et je ne sais pas, alors après moi la religion, je n'en discute pas parce que ce n'est pas du tout le sujet. Mais du coup, vous pouvez être assis avec une personne qui est saine d'esprit et qui va vous raconter qu'il y a un chat qui l'a suivi, que c'était un djinn. De toute façon, c'est en France où on a tendance à se moquer de ce genre de comportement. On se moque et en voilà. Fait, là, c'est un aparté qui n'a rien à voir avec les djinns, mais j'ai découvert cet été, non, il y a un an, j'en pouvais plus, j'avais trop mal, je suis allée voir un rebouteux. On m'a conseillé un rebouteux dans le Cantal là-bas. Et en discutant après avec les gens du village et autour, on se rend compte qu'il y a toujours des croyances surnaturelles, magiques, qu'elles sont là, mais qu'on les cache parce qu'on ne veut pas qu'on se moque de vous. Mais dès qu'on sent que vous n'allez pas vous moquer, dès qu'on est ouvert. Et alors du coup, c'est des portes qui s'ouvrent vers un univers, mais on se dit, mais si, je suis en France. Et c'est de ce pays de cartésien, voilà, il y a des gens qui ne sont pas des abrutis, qui ont ces croyances. Donc du coup, c'est vrai que ça permet après de raconter des histoires, parce que moi, mon propos, c'est de raconter des histoires. Exactement. De toute façon, ces croyances nourrissent complètement nous deux, autrices de fantastique. Je veux dire, toutes ces croyances, c'est notre terreau pour raconter des histoires. Et en général, les croyances sont liées aussi au vécu des personnes, parce que c'est aussi un moyen, par exemple, de passer une épreuve ou d'expliquer certaines choses, même certains choix dans nos vies, pourquoi on a choisi ça plutôt qu'un autre. Donc du coup, on va un petit peu accélérer parce que c'est vrai que le temps passe et que je pense qu'il y aurait plein de choses à dire. Tu t'es approprié avec confiance, on va dire, une fantaisie marocaine. J'ai essayé alors peut-être que je suis prétentieuse, j'ai inventé cette fantaisie. J'ai eu quelques retours du Maroc un peu surpris parce que c'est pas ce qu'ils ont l'habitude de lire. Je vais faire une petite parenthèse pour montrer à la caméra donc le bracelet de Johar que tu as écrit. Donc c'est une novella, donc c'est assez court. Et par exemple, voilà, c'est un de ces exercices de fantaisie marocaine que tu as fait. C'est tout à fait. C'est comment dans un fond, sur un arrière-fond historique réel, sociologique réel, qui m'a demandé un peu de travail parce que ça se passe à la fin du 19e siècle au Maroc. J'ai créé donc une histoire avec des djinns et l'idée c'est qu'il y a un pauvre gars à qui on vole sa fille. Les djinns volent sa fille et en fait il y a de la magie, il y a même de la sorcellerie en fait parce que comment il peut lui arriver à rentrer dans l'autre monde pour aller reprendre sa fille et comment sa fille intervient à son tour. Bon, moi, c'est pas des contes de fées que j'écris, donc à la fin, la femme finit toujours par agir et décider de son destin. Bon, il faut le lire, quoi. Mais du coup... De toute façon, voilà, c'est court, c'est une novella, donc on va pas spoiler parce que c'est dommage. Oui, puis c'est ouvert, c'est des paysans, c'est vraiment des paysans. Je pense que ça reste des paysans. Et puis, ce livre me tient d'autant plus à cœur qu'il a une histoire très spéciale. Il s'appelle Le bracelet de Johar. Et le bracelet est mystérieux. Je peux raconter son histoire. Bien sûr, voilà, on va terminer là-dessus. Donc, ce bracelet m'a été donné par une amie. Elle ne sait pas très bien d'où il était dans sa famille, elle ne sait pas très bien d'où il vient. Cette amie, c'est ta maman, on va dire les choses. Hélène, et ce bracelet la mettait mal à l'aise. Donc, elle me l'avait proposé en me disant ce bracelet appartenait à une esclave. C'était tout ce qu'elle avait comme information. Et je l'ai pris, je lui dis d'accord, pourquoi pas, et je vais en faire quelque chose. Et j'ai écrit cette histoire qui se tourne autour de ce bracelet et de la place du métal chez les djinns. Le métal fait fuir les djinns.
qu'on va retrouver dans pas mal de surnaturel. Hein. Les propriétés des métaux le métal est magique. Personnellement, je trouve que le sujet est passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Donc, on essaie de faire des émissions assez courtes pour ne pas vous lasser. Donc, voilà, on a dit beaucoup de choses. On a encore beaucoup de choses à dire. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas si vous voulez qu'on explore lors d'une prochaine émission d'autres aspects parce qu'on vient juste de démarrer et c'est juste un petit aperçu de ce que le Maroc a à nous offrir côté imaginaire. Et puis c'est un petit peu ça l'idée de l'émission, c'est-à-dire qu'on a eu tendance à être très concentré sur du fantastique, on va dire, ou français ou anglo-saxon au sens américain ou anglais. Et notre idée pour nous, c'est vraiment d'aller plus loin. Donc tout à l'heure, je vous reparlerai de la Corée. Là, on a un peu parlé du Maroc. On y reviendra volontiers. Donc n'hésitez pas, voilà, en commentaire à nous poser des questions. Donc Dounia, c'est qu'un début et j'espère bien qu'on remet Merci. avec ça. Merci. Notre émission est presque terminée. Nous avons discuté de la définition du fantastique et de la fantaisie. Nous avons évoqué la façon dont la culture globale d'un pays changeait son approche des genres de l'imaginaire. Et avec Dounia Sharaf, nous avons plus spécifiquement évoqué le Maroc. Je vais conclure en évoquant cette fois la Corée du Sud. J'ai découvert les dramas, les séries télé coréennes assez récemment, fait en 2018. J'avais pris un abonnement à Netflix pour The Good Place, donc ça n'a vraiment rien à voir. Et j'ai dû tomber sur la pub pour Korean Odyssey. Il y a énormément de dramas, de bons dramas, et le fantastique était très présent, parfois juste par petites touches, notamment à travers le rapport au destin, aux morts et à la réincarnation. Pour démarrer ce tour d'horizon, puisque je pense revenir au fil des émissions sur plusieurs dramas que je vous conseillerai, j'ai choisi juste 2 séries parce qu'il fallait un premier choix. Donc les 2 séries, c'est Korean Odyssey et W, Two Worlds Apart. Donc Korean Odyssey, c'est le tout premier drama fantastique que j'ai vu. C'est une série de 2017-2018 et W est une série de 2016. Donc Korean Odyssey, c'est l'adaptation moderne de la pérégrination vers l'Ouest, qui est un roman classique chinois. Le personnage principal est Son Gong, le roi singe, donc appelé en japonais Son Goku. Donc là, je pense que ça va parler à tout le monde. Donc Son Gong a été chassé du royaume céleste et souhaite se venger et devenir ultra puissant. Et pour ça, il doit manger l'incarnation actuelle du moine Samjang. Donc ce moine, dans notre époque, est incarné par une jeune femme, agente immobilière, qui n'a aucun ami, qui est totalement solitaire, parce que depuis qu'elle est toute petite, elle voit les esprits. Donc bien sûr, il y a la rencontre entre les 2 personnages, et pour protéger Samjang de Son Gong, le royaume céleste lui envoie un bracelet qui va faire en sorte que le roi singe donc, tombe amoureux d'elle. Donc le fil de l'histoire, c'est d'une part la façon dont le moine doit sauver le monde, parce que forcément il y a une prophétie et tout ça, donc ça c'est, on va dire, le gros fil, la quête épique de fantaisie. Et le deuxième fil, c'est vraiment le rapport entre Son Gong et l'agente immobilière, sachant que Son Gong tombe amoureux d'elle par l'effet d'un bracelet, donc est obligé de tomber amoureux d'elle, mais la question va se poser de quelle est la véritable relation qu'il y a entre deux. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'amour, sachant que de son côté, notre agente immobilière n'a jamais connu de vraie relation. C'est une très chouette série, j'ai vraiment dévoré, ça a été un très très gros coup de cœur. Il y a juste un petit peu la façon dont le personnage du démon taureau est surjoué qui m'a moins plu. J'ai eu un peu de mal à rentrer, mais je vous conseille donc gros coup de cœur de fantaisie avec de la mythologie. Et puis l'occasion, voilà, d'être curieux sur un peu des classiques finalement, puisque la pérégrination vers l'ouest, c'est pas évident à dire, est vraiment un classique chinois. La deuxième série, donc c'est W, Two Worlds Apart. Donc le résumé officiel, on va dire, c'était après avoir été aspirée dans le monde du webtoon de son père, une interne en chirurgie se retrouve prise dans une mystérieuse histoire de meurtre impliquant le héros. Alors au début, je ne sais pas pourquoi le résumé me laissait un petit peu réticente, et en fait, après l'avoir vu, ça a été un très très gros coup de cœur.
Donc je refais du coup le résumé. Un auteur tente de tuer son héros après l'avoir mené en bateau pendant des années. En fait, l'auteur ne sait absolument pas qui est le tueur qui a tué la famille du héros. Et en fait, toute l'histoire est basée là-dessus. C'est-à-dire que le héros enquête, mais en fait, l'auteur ne sait pas du tout où il va. Et donc, l'histoire se décline au fil des épisodes. Donc, on arrive à ce moment où l'auteur en a vraiment marre de ce travail qui est mauvais. C'est-à-dire il perpétue une série en fait qui n'a plus rien à dire puisque c'est absolument pas où ça mène et donc l'auteur décide de se débarrasser de son héros et en fait tout simplement le héros va s'accrocher à la vie en fait en prenant conscience qu'il a un héros de webtoon. J'ai vraiment adoré, il n'y a pas d'autre mot, il y a eu des mondes parallèles, il y a un héros, justement qui est un héros, mais ça s'explique, ce côté on va dire too much, il s'explique par le fait qu'il est réellement un héros de BD, c'est pas une personne ordinaire, et qui va émettre des hypothèses sur le monde en fait, qui va essayer de comprendre qui il est, pourquoi il est là et tout ça. Il va y avoir le rapport entre la fille de l'auteur qui va être aspirée à un moment donné dans la bande dessinée et le héros. C'est très chouette. Moi, ça m'a vraiment boosté. Enfin, ça m'a rendu d'autres séries en comparaison très ennuyeuses. Donc, les deux séries sont assez classiques dans leur format puisque c'est 16 épisodes de un peu plus d'une heure. Ça se regarde dans un week-end si on est passionné, ça peut se regarder en plus. Donc, je vous les conseille fortement. Et c'est avec cette petite excursion vers l'Asie qu'on termine cette première émission. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt.